prendre le micro pour faire la suite. Et moi, je vais plutôt être dans l'exemple de ce que, enfin, dans un des exemples de ce que, de ce qu'a dit Véronique. Voilà, parce que j'ai peut-être un peu moins d'expérience, mais voilà, je vais quand même parler vite un peu de mon expérience du coup sur les semences et en quoi je me suis lancé dans quelque chose qui n'est absolument pas du tout rentable. Et justement, c'est ce qui motive énormément. Parce que du coup, ce qui motive encore bien plus que ça, c'est justement que c'est vachement émerveillant déjà de multiplier sa nourriture. Tous les ans, je remarque qu'à chaque fois que je reproduis une graine, je suis assez émerveillé par le fait que la graine que je ressème redonne un légume. Tu vas me dire, c'est complètement bête ce que tu racontes. En même temps, c'est vrai que c'est tellement fort en fait que je l'oublie à chaque fois que je ressème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pardon, peut-être pas, mais mais c'est assez simple. Mais je pense qu'il faut l'expérimenter pour vraiment comprendre à quel point, quand on a cette influence sur les graines et sur la sélection, et qu'on ressème ces légumes et qu'on revoit que finalement ça refait un légume parfois même encore mieux que la génération d'avant, on se dit qu'il y a des choses merveilleuses et très faciles d'accès. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des études. Je pense que même un enfant est capable de le faire. Mais un adulte, c'est peut-être mieux le faire parce qu'on a plus de force. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est assez remarquant sur l'abondance, c'est imaginez que sur Terre, il n'existe plus qu'une graine de laitue sur Terre. Donc on se dit, bah, tiens, on a de la chance, ouf, il ne reste plus qu'une graine. Et qu'on la ressème, et voilà, miraculeusement, elle germe, elle fait une laitue magnifique. Et qu'elle arrive quand même à aboutir jusqu'à son cycle où elle fait des graines. Donc une laitue, quand elle fait des graines, elle ne ressemble plus à une laitue, hein, ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus haut, qui fait plein de fleurs au-dessus, plein de petits pompons, comme des petits pissenlits. Et de ces graines, enfin voilà, et du coup ça refait des graines, on a de la chance, on se dit ouf, finalement d'une graine on arrive à en avoir plusieurs. Et à votre avis, en combien d'années, si je récolte ces graines-là et que je les ressème à nouveau tous les 30 cm, et imaginons que les surfaces émergées de la terre soient totalement cultivables, à votre avis, en combien d'années on arrivera à envahir la terre de laitue à partir d'une graine de laitue retrouvée l'année 1? 10 ans, 3 ans? Ouais, 3 ans, on n'est pas loin. C'est en 4 ans, voilà. En 4 ans, on a suffisamment de graines pour envahir toutes les surfaces émergées de la Terre. Mais en plus de ça, on a un stock tellement suffisant pour pouvoir envahir Mars si on veut. Enfin, donc en fait, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a une abondance telle qui est assez fulgurante. C'est complètement aberrant ce que je vous dis, parce que toutes les surfaces ne sont pas cultivables, mais c'est pour vous dire la générosité et l'abondance que ce calcul absurde peut générer, en fait. Donc c'est presque inconcevable de mourir de faim, tellement que c'est abondance tout ce qui se produit. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'en plus, en faisant ces graines, on agit sur les légumes, comme je vous disais, et en plus, on les adapte à son propre contexte par la sélection. Et c'est en faisant un bon travail, justement, de sélection que le fruit des graines arrive beaucoup plus rapidement, quoi. Et rien que des fois, en 2 ans, comme ce que je disais, on peut s'apercevoir déjà du travail de sélection qu'on a pu amener sur un légume, par exemple, parce que moi, je travaille plutôt sur les semences potagères. Et concrètement, comment sélectionner? C'est très simple, il y a vraiment 2 étapes. C'est d'abord, la première chose, c'est le choix des semenceaux. Donc là, le mot semenceau, c'est un mot qu'on n'entend plus du tout parler maintenant dans le monde agricole, mais qui était très utilisé avant le 19e siècle. Les semenceaux, bah, c'est comme un souriceau, hein, c'est une petite souris. Un semenceau, c'est le petit qui va devenir porte-graine après. Donc en fait, c'est un légume, un semenceau, c'est un légume qui n'est pas mangé, mais qui va être destiné à devenir porte-graine et à lui-même porter du fruit. Vous voyez? Donc un semenceau, par exemple, de betterave, il ne faut pas manger de la betterave, sinon il n'y a plus de semenceau. Mais il faut la laisser et c'est elle qui deviendra ensuite porte-graine. Donc du coup, la première chose à faire, c'est vraiment choisir les plus beaux semenceaux. Donc dans votre population que vous avez, vous allez choisir ceux qui correspondent à votre critère de sélection, qui va être le regard que vous avez sur la culture que là où vous voulez l'amener. Donc en fin de compte, c'est que c'est quelque chose qui vous est totalement propre et qui est indépendant à chaque cultivateur sur sa culture. Donc c'est vraiment ça, c'est le choix des individus qui me correspondent le mieux par rapport à ce que je veux, selon une certaine population donnée, parce que selon les espèces, il y a quand même une population à un minimum quand même pour préserver la diversité génétique. Et ensuite, dans un second temps, ça va être le choix des graines sur le porte-graines. Donc quand ces semenceaux sont enfin devenus porte-graines et portent des graines, et on ne va pas prendre n'importe quelle graine sur le porte-graines. Et selon les espèces, il y a des façons différentes de faire. Si on prend l'exemple des haricots, par exemple, on ne prendra jamais les premiers haricots ni les derniers. On va prendre plutôt ceux, si c'est des haricots à rames, ceux du milieu de la plante. Ça, c'est les meilleurs haricots qui vont porter la meilleure semence. Et en plus de ça, on va prendre plutôt les haricots du milieu des gousses. Et surtout pas les haricots sur les côtés de la gousse qui sont beaucoup plus aplatis et qui porteront une information génétique moins bonne. Donc il suffit juste, quand vous faites votre graine de haricots, de suivre ça et vous verrez que vous arriverez à maintenir facilement, selon le nombre de porte-graines que vous devez garder, la sélection que vous voulez faire.
Donc, par exemple, si on prend les melons, par exemple, et vous voulez un melon sucré, bah, vous allez prendre plutôt les graines du côté où le soleil a tapé sur le melon. C'est là où les graines sont les meilleures. Donc on ne prend pas les graines du melon n'importe où. Bon, voilà. Après, peu importe. Mais ça, c'est des choses, finalement, c'est des petites choses, des petits savoir-faire qui sont accessibles à tous et qui sont du bon sens. Et il faut juste avoir confiance en ces savoir-faire-là, qui demandent parfois un peu de technique, mais surtout d'expérience. Et souvent, on voit l'interaction bienfaisante de l'homme sur la nature rapidement. Après, vite fait, voilà, je vais te parler vite fait de ce que j'ai fait. Moi, j'ai toujours été assez sensible au paysage, et c'est vrai que, comme ce que tu disais, Véronique, les semences souvent sont liées au paysage. Il y a quand même une interaction entre les deux. Et quand je me baladais en vélo, je me dis, mais tiens, mais c'est marrant, il y a des paysages qui me paraissent morts, qui sont livides, je me sens pas bien dans ce paysage-là. Finalement, en creusant le sujet progressivement, j'ai remarqué toute cette histoire de l'agriculture industrielle qui nous a amenés là. Et en fait, l'histoire commence par les semences. À partir du moment où on change les semences, le paysage derrière, il suit, il n'est plus du tout pareil. Donc finalement, je me dis, la meilleure solution pour redonner des paysages vivants et fructueux, finalement, c'est peut-être s'intéresser aux semences. Et pourtant, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture à Angers, et on a très très peu entendu parler des semences. Et en fait, je me suis rendu compte surtout à la fin de mes études qu'on n'en avait pas du tout parlé, ou très très peu, ou un peu maladroitement. Puis je me suis dit, tiens, c'est surprenant. Et du coup, je me suis dit, bon, on oublie tout. Enfin, pas vraiment, mais voilà, pas trop. Et on revient, et du coup, j'ai eu de la chance, un peu par des circonstances providentielles, à atterrir dans une ferme perdue au milieu de la Sologne, dans les terres les plus pauvres de France, où l'agriculture a totalement disparu, laissé place à des friches semi-industrielles pour la chasse. Au milieu de la Sologne, à Miancé, il y a une ferme qui fait de la résistance depuis 40 ans, à essayer de développer des semences paysannes, et qui s'est fait un peu bafouer dans tous les côtés. Et puis en 2015, elle avait totalement fait faillite, il n'y avait plus rien, il y avait beaucoup de graines dans les chambres froides qui traînaient, et du coup j'en ai fait l'inventaire. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette de redémarrer, après les études d'ingénieur, à faire l'inventaire de tonnes de semences entassées dans ces chambres froides, et en même temps de recultiver un petit jardin de semences entièrement à taille humaine et totalement à la main. Donc c'est sûr que j'ai cultivé plus avec un petit... du coup, c'était la ferme Sainte-Marthe en Sologne, le lieu-dit, voilà, qui n'est pas la ferme du coup, qui est commerciale aujourd'hui en Anjou. Ça n'a rien à voir. Enfin, il y a eu des liens à l'origine, mais ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et du coup, dans cette ferme, on multipliait plus de 1800 variétés venues des chambres froides. Et c'est vrai que c'est assez lourd psychologiquement de multiplier dans un tout petit jardin de semences autant de diversité. Surtout qu'ils ne venaient pas du tout à l'origine, ils n'ont pas du tout coévolué avec la Sologne, quoi. C'est des variétés qui venaient de l'autre bout du monde et qui ont été rapatriées par des jardiniers, etc., au cours du temps. Et du coup, ce que je trouvais ça assez aberrant, finalement, ces conservatoires, parce que c'est beaucoup de travail avec une vision parfois très maladroite des variétés. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent, de maraîchers, non, les variétés anciennes, ça ne produit plus, etc. Alors ok, mais en même temps, c'est aussi parce qu'en fait, comme disait Véronique, c'est que en mettant dans les conservatoires ces variétés, le regard n'est plus le même, et du coup, on dégénère très rapidement comme ça les variétés. En l'espace de 2 générations, si le regard n'est pas bien mis dessus, la variété n'a plus le potentiel qu'elle avait. Donc c'est par cette structure de transmission liée à la révolution verte, etc., une perte de transmission très forte, et chaque semence, chaque variété est liée à un savoir-faire. Donc c'est-à-dire que quand on conserve une variété, il faut conserver aussi les savoir-faire. En fait, il faut conserver le milieu paysan dans lequel elle a toujours évolué. Et d'ailleurs, c'est même toi, Véronique, qui m'avait expliqué un exemple justement d'un haricot, je crois, qui venait du cœur des Alpes, et qui a toujours été maintenu par les paysans là-bas. Et la souche qui avait été prise par l'INRA, qui avait été multipliée à Paris, il a suffi de 2 générations, voilà, et après on les a comparés, et en fait la productivité n'avait absolument rien à voir, parce que la variété, toujours dans son lieu, avec le regard dans lequel elle coévolue, elle reste productive. Parce qu'elle est liée à son sol, à tous ces micro-organismes vivants, à tout ça, en fait, et au regard de l'homme dessus, quoi. C'est assez complexe et en même temps très simple. Et du coup, c'est ce que je me suis dit, en quittant la Sologne, parce que du coup maintenant j'habite en Normandie, pour venir me marier en Normandie, et surtout aussi surtout pour me marier, puis puis pour développer justement un projet de semences, où je vois que la Normandie est plus du tout autonome en semences potagères, parce que toutes les graines au plus près viennent de l'Anjou, et encore en Anjou, les graines ne sont pas toutes produites là-bas, mais elles viennent parfois aussi même d'Argentine ou du Maroc. Et du coup, c'était de créer justement, il y a un projet normand, qui s'est co-créé avec plusieurs associations sur tout le territoire de la Normandie.
Et en gros, il y a un fil conducteur très simple. Il y a donc des associations qui travaillent déjà depuis plus de 30 ans dans la prospection et la recherche des savoir-faire ancestraux de Normandie liés aux semences, forcément. Donc eux, c'est les réservoirs de biodiversité. Cette association, elle me transmet ces graines que moi je multiplie dans des petits jardins de semences, donc uniquement de vision patrimoniale. Et on voit qu'il y a des variétés qui sont plus du tout adaptées aujourd'hui, d'autres on voit qu'elles sont plutôt bien adaptées aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont surtout les variétés autogames, celles qui se reproduisent par elles-mêmes facilement. Celles-là, elles dégénèrent beaucoup moins avec le temps, donc elles arrivent des fois à avoir un potentiel aussi fort que ce qu'elles ont pu avoir encore à la fin du 19e. Alors que les variétés allogames, qui ont tendance à se brasser beaucoup, celles-là, elles ont vite dégénéré. Et d'ailleurs, les semences ne sont plus du tout transmises. Mais on a quand même réussi à retrouver sur les centaines de variétés qui ont pu être listées à la fin du 19e siècle, une trentaine qui nous est parvenue encore aujourd'hui en Normandie, et dont on essaye justement de multiplier. Mon but là, c'est de les multiplier, de retravailler un peu la sélection, de conserver ça, et surtout de rendre dynamique cette conservation via un réseau de maraîchers qu'on anime, d'ailleurs avec Laetitia qui est dans la salle, qui travaille à Triticum. Et Triticum d'ailleurs qui est sur le blé, mais on travaille aussi avec eux conjointement sur les semences potagères, où on anime un réseau de maraîchers, où il y a 25 maraîchers sur toute la Normandie, à essayer de reproduire par eux-mêmes, enfin, retrouver ce savoir-faire de la semence. On dit qu'un maraîcher aujourd'hui n'est plus capable de faire sa graine. En fait, c'est totalement faux, c'est juste un savoir qui lui était dépossédé. Et on remotive en disant, mais si c'est possible, vous faites déjà parfois même plus de la moitié du boulot. En fait, il ne reste plus rien pour qu'en fait, vous arriviez à avoir vos propres graines, à avoir votre propre regard avec un échange gratuit en fin d'année. Il y a une planification collective qui se met en place. Donc du coup, ces semences sont remises en circulation là-dessus aussi. Et d'ailleurs, pas que les semences patrimoniales, hein, il y a aussi toutes les variétés adaptées au maraîchage aujourd'hui qu'on veut recultiver et multiplier en Normandie. Donc c'est tout, c'est un brassage et voilà. Et on fait aussi conjointement des essais avec Bio Normandie sur ces variétés-là, pour savoir est-ce qu'elles répondent encore aujourd'hui au maraîchage aujourd'hui. Et si ça fonctionne, bah, voilà, on essaie de relancer du coup une filière semences potagères dans la région avec des gens locaux, avec des maraîchers semenciers. Ça, c'est le nouveau finalement métier. Maraîchers semenciers, artisans semenciers, petits comme moi qui font que de la graine, au sein de plusieurs associations. Donc là, on est en train d'étudier un peu la faisabilité de tout ça pour essayer de rendre un peu rentable ce qui est impossiblement rentable et pourtant hyper abondant. Et puis on fait aussi beaucoup de formation et de pédagogie dans les écoles, parce que ça c'est hyper important aussi pour comprendre ces enjeux-là, avec tous ces OGM cachés et tout ce qui se passe. Et justement, après on se base aussi sur beaucoup de collectifs. Hein. Tu avais parlé du coup de Colcos en Bretagne, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Enfin, dans chaque région de France, il y a des collectifs qui se mettent en place sur les semences paysannes, comme la semencerie de Franche-Comté, qui est très intéressante, comme la maison de semences paysannes Maralpine à Nice, qui travaille beaucoup aussi sur la revitalisation de toute la souveraineté alimentaire d'un pays au bord de la Méditerranée qui est complètement isolé. C'est assez surprenant. Et voilà. D'ailleurs, il va y avoir là les rencontres internationales des semences paysannes à la fin de l'année, où il y a plusieurs pays qui vont se rencontrer sur ce sujet-là pour savoir un peu comment s'organiser collectivement. Et que finalement, l'avenir de la semence n'est plus à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle régionale, locale. Comment recréer des petits artisans semenciers, ou établissements semenciers qui regroupent en fait tout un collectif. Parce que voilà, en conclusion, pour la semence, c'est vraiment ça. S'il y a vraiment deux clés, c'est vraiment le collectif. La semence, on ne peut pas la faire tout seul. Ça, bien évidemment, on ne peut pas faire tout seul ces semences. En fait, c'est forcément à plusieurs qu'on les refait. Donc ça crée du lien social. Et faire de bonnes semences implique forcément de la diversité. Donc ça oblige à rebrasser beaucoup de diversité et être en collectif pour réussir à des choses assez fructueuses. Voilà. Si je conclue comme ça. Sur la partie semence.